Imaginez une salle de classe au mois de septembre 1970. Une trentaine d'enfants en blouse grise alignés en rang parfait. Une odeur d'encre violette flotte dans l'air. Au fond, un poêle à charbon ronfle doucement. Sur le tableau noir, écrit à la craie blanche, le devoir du jour, et au-dessus, accroché au mur, le portrait du président Georges Pompidou. Ces enfants vont vivre la dernière année d'une école qui existait depuis presque un siècle. Mais aucun d'entre eux ne le sait encore. Dans 5 ans, la grande réforme Abi va tout balayer. Les blouses, la non-mixité, les châtiments corporels, le certificat d'études, tout va disparaître. Alors, à quoi ressemblait vraiment cette école française de 1970 ? Comment les enfants y vivaient-ils ? Et pourquoi cette époque continue d'obséder ceux qui l'ont connue ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. L'école française de 1970 est une école entre deux mondes. D'un côté, l'héritage massif de la Troisième République, ce moule éducatif fabriqué par Jules Ferry à la fin du XIXe siècle. De l'autre, les ondes de choc de mai 68 qui commencent à peine à se faire sentir dans les salles de classe. En 1970, mai 68 a 2 ans, les pavés du quartier latin sont rangés. Mais dans les couloirs des écoles primaires, beaucoup de choses n'ont pas encore changé. Le maître reste une figure d'autorité quasi sacrée. La maîtresse en blouse blanche dirige sa classe d'une voix ferme. Les élèves se lèvent quand un adulte entre dans la pièce. Pourtant, quelque chose bouge en sourdine. Les jeunes instituteurs sortis des écoles normales après 68 amènent avec eux d'autres idées. Ils parlent de pédagogie active. Ils osent tutoyer leurs élèves. Ils accrochent des dessins d'enfants au mur à côté des cartes de France. Mais pour la grande majorité des écoliers de 1970, l'école reste un univers strict, codifié, presque ritualisé. Premier élément frappant si vous entriez dans une classe de cette époque. La blouse grise. Tous les enfants la portaient. Filles comme garçons, du CP au CM2. Pourquoi cette blouse ? Officiellement, pour protéger les vêtements des taches d'encre, mais surtout pour gommer les différences sociales. Le fils du médecin et le fils de l'ouvrier portaient la même chose. À une époque où les vêtements étaient encore rares, où beaucoup d'enfants venaient à l'école avec des habits rapiécés, la blouse créait une forme d'égalité visuelle. Cette blouse était souvent en nylon ou en coton épais, de couleur grise, beige, parfois bleu marine pour les garçons et rose pâle pour les filles dans certaines régions. Elle se fermait avec des boutons pression sur le devant. À côté de la blouse, le cartable en cuir véritable, lourd, très lourd, souvent acheté pour durer toute la scolarité primaire. Les enfants y rangeaient leurs cahiers d'écolier à grands carreaux CIS, leurs livres recouverts de papier craft, leurs trousses en métal et parfois leurs goûters du matin. Au pied, beaucoup d'enfants de 1970, surtout dans les campagnes, portaient encore des sabots ou des galoches en cuir. Les baskets ne sont pas encore démocratisées. Les Adidas ne sont pas dans toutes les cours d'école. Maintenant, parlons d'une chose qui choquerait tout parent d'aujourd'hui, la discipline. En 1970, le maître avait tous les droits, ou presque. Les punitions corporelles étaient encore largement tolérées. Pas dans les textes officiels, qui les interdisaient depuis longtemps, mais dans la pratique quotidienne. La règle en bois, qui claque sur les doigts d'un élève distrait. La tape derrière la tête. La tirée d'oreille pour celui qui a copié sur son voisin. La gifle parfois et le bonnet d'âne. Ce bonnet ridicule en papier, parfois orné d'oreilles de baudet, qu'on faisait porter aux mauvais élèves dans certaines écoles rurales. Aujourd'hui, ça paraît cruel. À l'époque, ça faisait partie du décor. Plus dur encore, le piquet. Rester debout dans le coin de la classe, face au mur, pendant une partie du cours. Parfois pendant toute une matinée, sous les yeux des autres élèves. Et les parents de 1970 ne contestaient presque jamais ces punitions. Au contraire, quand un enfant rentrait à la maison en disant qu'il avait été puni, il risquait souvent une seconde punition à la maison. Le maître avait toujours raison. C'était la règle non, écrite de l'époque. Dans les rangs,
Le matin, avant d'entrer en classe, c'était presque militaire. 2 files, une pour les filles, une pour les garçons. Silence absolu. Le maître inspectait les ongles, les mains, parfois même derrière les oreilles. Celui qui n'était pas propre était renvoyé chez lui se laver. Parlons maintenant de quelque chose qui définissait vraiment l'école de 1970, l'écriture. À cette époque, on écrivait encore beaucoup à la plume. Pas de stylo à billes au début de la scolarité. Le bic était même interdit dans certaines classes jusqu'au CEMUN. On apprenait à écrire avec une plume sergent-major, montée sur un porte-plume en bois, qu'on trempait dans un encrier rempli d'encre violette. Chaque pupitre avait son trou pour l'encrier. Chaque matin, l'élève responsable faisait le tour des tables avec une bouteille d'encre pour remplir les petits godets en porcelaine ou en plastique. Et puis venait le drame quotidien, le pâté d'encre. Cette grosse goutte qui tombe sur le cahier au moment où on lève la plume. Le buvard ne suffit jamais à tout absorber. La page est foutue, le maître hurle, l'enfant pleure parfois. Les doigts violets pendant des semaines, la langue violette aussi, pour ceux qui mordillaient leur porte-plume. Les blouses tachées qui ne partaient jamais complètement au lavage. L'écriture cursive, penchée, attachée, était l'obsession des instituteurs. Les modèles au tableau. Les bâtons et les boucles répétées des centaines de fois dans les cahiers d'écriture. La belle écriture comptait autant que l'orthographe. Autre chose qui paraît incroyable aujourd'hui. Dans une grande partie de la France, de 1970, garçons et filles n'allaient pas dans les mêmes écoles. La mixité scolaire avait été autorisée en 1957, puis encouragée, mais elle ne s'est généralisée que très lentement. En 1970, beaucoup d'écoles primaires en zone rurale étaient encore officiellement non mixtes. À la ville, on trouvait souvent une école de filles d'un côté de la rue et une école de garçons de l'autre côté, avec 2 entrées séparées dans la même cour. Les programmes eux-mêmes étaient différents. Les filles avaient des cours de couture, de cuisine, d'enseignement ménager. On leur apprenait à tenir une maison, à coudre un ourlet, à repasser une chemise. Les garçons faisaient du travail manuel, du dessin industriel, parfois du jardinage. Cette séparation a été définitivement abolie en juillet 1975 par la Grande Loi Haby. Mais en 1970, elle structurait encore largement le quotidien scolaire de millions d'enfants français. Au bout du chemin, à la fin du primaire, il y avait une étape mythique, le certificat d'études primaires, le fameux certif. En 1970, le certif vivait ses dernières grandes années. Il avait été créé en 1882 par Jules Ferry. Pendant presque un siècle, il avait été le diplôme le plus important pour des millions de Français, ceux qui n'allaient pas plus loin que l'école primaire. L'examen avait lieu vers 11 ou 12 ans. Une dictée, un problème de mathématiques, une rédaction, des questions d'histoire-géographie, un test de calcul mental, et parfois une épreuve de couture pour les filles ou de dessin technique pour les garçons. Pour des familles ouvrières ou paysannes, le certif était une fierté. On l'encadrait. On l'accrochait au mur du salon, à côté de la photo de mariage des parents. Mais en 1970, le certificat d'études commençait à perdre de son aura. Avec l'allongement de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, voté en 1959, presque tous les enfants continuaient au collège. Le certif devenait progressivement obsolète. Il sera officiellement supprimé en 1989. Mais pour la génération de 1970, il représentait encore quelque chose. Si tu retrouves de l'intérêt dans cette plongée dans la France d'autrefois, abonne-toi à la chaîne. On publie chaque semaine des documentaires sur ces époques disparues qui ont façonné notre pays. Maintenant, parlons d'un rituel oublié, la leçon de morale. Chaque matin, dans les écoles de 1970, la première chose qu'on faisait après l'appel, c'était la leçon de morale, une phrase au tableau, une maxime, une proverbe. Bien mal acquis ne profite jamais. Qui vole un œuf, vole un bœuf. L'oisiveté est mère de tous les vices.
Les enfants devaient recopier la phrase dans leur cahier du jour. Puis le maître l'expliquait, donnait un exemple, posait des questions. La leçon de morale durait 10 à 15 minutes chaque matin. Cette tradition venait directement de Jules Ferry et de la Troisième République. L'idée était simple. Former de bons citoyens, transmettre des valeurs républicaines, inculquer le respect du travail, de la patrie, de la famille. À côté, l'instruction civique enseignait le fonctionnement des institutions, la République, le président, l'Assemblée nationale. Les enfants apprenaient par cœur la Marseillaise, parfois debout, la main sur le cœur. Les leçons de morale ont commencé à disparaître dans les années 70 et 80. Elles ont été remplacées par l'éducation civique, puis par l'enseignement moral et civique qu'on connaît aujourd'hui. Mais elles ont marqué profondément des générations entières. Les manuels scolaires de 1970 étaient des objets particuliers, imprimés sur du papier épais, presque cartonné. Des illustrations en noir et blanc, parfois rehaussées de 2 couleurs seulement. Du bleu et du rouge pour le manuel d'histoire, du vert pour le manuel de sciences. Le grand classique, c'était le Bled. Édouard Bled et sa femme Odette avaient créé ce manuel de grammaire et d'orthographe en 1947. En 1970, presque tous les écoliers français avaient un Bled dans leur cartable. Avec ses dictées graduées, ses règles d'accords, ses listes de mots difficiles, à côté du Bled, le Becherel pour les conjugaisons, le Lagarde et Michard pour la littérature au collège, et les manuels d'histoire avec leurs grandes images de Vercingétorix, de Charlemagne, de Louis XIV. Les enfants apprenaient les rois de France dans l'ordre, la date des grandes batailles, les noms des grands hommes. L'histoire enseignée en 1970 était encore largement une histoire nationale, héroïque, parfois moralisatrice. Les manuels parlaient de « nos ancêtres les Gaulois » dans des écoles où des enfants venaient d'Algérie, du Maroc, du Portugal, du Vietnam. Personne ne trouvait ça étrange à l'époque. Parlons maintenant du moment préféré de tous les enfants, la récréation. Dans la cour bétonnée, entourée de marronniers, parfois sous un préau abrité, les enfants se défoulaient pendant un quart d'heure le matin et un quart d'heure l'après-midi. Les jeux de 1970 ont presque tous disparu aujourd'hui. Les billes. Tout le monde avait son sac de billes. En verre, en agate, parfois en métal. On jouait à la calotte, au trou, aux pichenettes. Les meilleurs joueurs gagnaient des billes par dizaines à la fin du trimestre. Certaines billes rares valaient 50 billes ordinaires. La marelle, dessinée à la craie sur le bitume. Les filles y jouaient surtout. Le caillou qu'on lançait dans la case ciel, sauter à cloche-pied de case en case. Le ballon prisonnier. 2 équipes, un ballon, et le but était de toucher les adversaires pour les éliminer. C'était violent, brutal, et tout le monde adorait. L'élastique. 2 filles tendaient un grand élastique entre leurs jambes, et une 3e sautait dedans en chantant des comptines. À cheval sur mon bidet, quand il trotte, il fait des pètes. La corde à sauter, individuelle ou collective. Les comptines pour rythmer les sauts. Madame est partie chez son ami Charlot. Et puis les jeux de groupe. 1, 2, 3, soleil. Loup glacé, cache-cache. Le facteur n'est pas passé. Tous ces jeux se transmettaient d'enfant en enfant, sans jamais être enseignés par les adultes. Une culture orale qui a duré des décennies et qui s'est en grande partie éteinte avec l'arrivée des écrans. Le déjeuner à la cantine, c'était un autre univers. En 1970, beaucoup d'enfants rentraient encore manger chez eux à midi, surtout dans les villages. Mais dans les villes, les cantines scolaires se développaient. Le menu était simple. Une entrée souvent constituée de carottes râpées, de betteraves ou d'œufs durs mayonnaise. Un plat principal viande-légumes ou poisson puré le vendredi, héritage de la tradition catholique. Du fromage, parfois un yaourt nature à sucrer soi-même. Et un dessert simple, compote, fruits ou rarement une pâtisserie. Le pain était partout. Une demi-baguette par enfant, parfois plus. Et il y avait le programme du verre de lait.
Mis en place par Pierre Mendès France en 1954, il offrait à chaque écolier 1/4 de litre de lait par jour. En 1970, ce programme existait encore dans beaucoup d'écoles. Le lait arrivait dans des bouteilles en verre consigné ou dans des berlingots en plastique souple. Les enfants le buvaient à 10 heures, pendant la récréation du matin. Pour beaucoup d'enfants de familles modestes, ce verre de lait quotidien était un complément alimentaire précieux. La France de 1970 sortait à peine d'une période où la sous-nutrition existait encore dans certaines campagnes. Maintenant, abordons un sujet plus difficile, les châtiments corporels. Officiellement, les punitions corporelles étaient interdites dans les écoles françaises depuis très longtemps. Une circulaire de 1834 les avait déjà bannies. D'autres textes les avaient confirmés au XXe siècle. Mais dans la pratique, en 1970, beaucoup de maîtres et de maîtresses giflaient encore les élèves, tiraient les cheveux, frappaient les doigts avec une règle. Certains poussaient même plus loin avec des coups de pied ou des secousses violentes. Les parents se taisaient en grande majorité. Pour eux, c'était normal. Eux-mêmes avaient été élevés comme ça. La gifle était considérée comme un outil pédagogique légitime, à l'école comme à la maison. Le grand changement viendra dans les années 80 et 90, avec l'évolution des mentalités sur les droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant sera signée en 1989. Mais en 1970, on en était encore loin. Quelques affaires judiciaires ont commencé à fissurer ce consensus à partir du milieu des années 70. Des parents osaient porter plainte. Des médecins signalaient des cas. Les enseignants violents devenaient progressivement la minorité, puis l'exception. Aujourd'hui, le moindre geste d'un enseignant peut déclencher une plainte, une suspension, parfois une procédure pénale. C'est l'inverse complet de la situation de 1970. Alors, qu'est-ce qui a changé tout ça? Une seule loi, presque. Celle du 11 juillet 1975, portée par René Haby, ministre de l'Éducation nationale sous Valéry Giscard d'Estaing. La loi Haby a créé le collège unique. Avant elle, à la fin du primaire, les enfants étaient orientés. Ceux qui réussissaient allaient au collège classique, vers le lycée, vers le baccalauréat. Les autres étaient dirigés vers les classes de transition. L'enseignement professionnel court, l'apprentissage. Une sélection précoce, dès 11 ans. Avec le collège unique, tous les enfants suivaient désormais le même tronc commun jusqu'en 3e. La sélection était repoussée. L'égalité des chances était au cœur du projet. Cette loi a aussi accéléré la mixité totale, l'abandon progressif des blouses, la modernisation des manuels et le recul définitif des châtiments corporels. C'est pour cela que 1970 marque la fin d'une époque. 5 ans plus tard, l'école française entrait dans une autre ère. Plus douce, plus égalitaire, mais aussi plus complexe et parfois plus contestée. Pour finir, posons-nous une question. Qu'est-ce que cette école de 1970 a laissé à ceux qui l'ont vécue? Ces enfants ont aujourd'hui entre 55 et 65 ans. Ils sont nos parents, nos grands-parents, parfois nous-mêmes. Ils ont vécu les chocs pétroliers, la fin des 30 glorieuses, l'élection de François Mitterrand, l'arrivée d'Internet. Beaucoup gardent une nostalgie ambiguë de cette école. D'un côté, ils se souviennent de la rigueur, de l'autorité parfois injuste, des punitions, des humiliations. De l'autre, ils racontent une école qui apprenait vraiment à lire, à écrire, à compter. Une école qui formait à l'effort et à la persévérance. Une école où on connaissait son maître par son nom et où on s'en souvenait toute sa vie. Cette génération a aussi été celle qui a tout remis en question. Les 68ards, devenus enseignants, parents, intellectuels, ont voulu une autre école pour leurs propres enfants, plus libre, plus créative, moins autoritaire. Le résultat? Une école française aujourd'hui méconnaissable pour quelqu'un qui aurait connu celle de 1970. Des élèves qui tutoient parfois leurs professeurs, des classes mixtes partout, des outils numériques omniprésents, des programmes constamment réformés, des débats permanents sur la discipline.
le niveau, les méthodes. Mieux ou moins bien. Le débat est sans fin. Les nostalgiques de 1970 voient une école qui a perdu son cap. Les progressistes voient une école qui s'est enfin libérée de ses pires travers. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Une chose est sûre. L'école de 1970, avec ses blouses grises, son encre violette, ses bonnets d'âne et son certificat d'études, n'existe plus. Elle a disparu en quelques années, avalée par les transformations du dernier quart du XXe siècle. Mais elle continue de vivre dans la mémoire de millions de Français, dans les vieilles photos en noir et blanc, dans les cahiers retrouvés au fond d'un grenier, dans les histoires qu'on raconte à ses petits-enfants pour leur expliquer comment c'était à mon époque. Et c'est peut-être ça, le plus émouvant. Cette école d'une autre France, celle d'avant les écrans, d'avant la mondialisation, d'avant la frénésie moderne, reste gravée dans la chair de toute une génération. Si cette plongée dans l'école française de 1970 vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça nous aide énormément à continuer ce travail.